Quatrième analysis, un autre regard. La démocratie est-elle menacée par l'inflation des droits ? Chers auditeurs, j'aimerais partir aujourd'hui pour répondre à cette question d'un fameux procès qui s'est tenu il y a fort longtemps, qui est le procès de Socrate. Le procès de Socrate a lieu en 399 avant Jésus-Christ, devant un jury de citoyens athéniens. Nous avons des récits historiques de ce procès, notamment les récits de Platon, les récits de Xénophon. Et que disent ces récits, ces rapports en quelque sorte, c'est que Socrate s'est défendu lui-même et a prononcé plusieurs discours. Je vous invite à lire un ouvrage de Platon qui s'intitule Critone. Le Criton est un dialogue entre Socrate et son ami Criton, qui lui rend visite en prison après sa condamnation à mort. Criton, étant un fidèle ami, bien sûr, va essayer de convaincre Socrate de s'évader et de fuir une sentence injuste. Après tout, est-ce que Socrate n'a pas le droit d'échapper à une condamnation aussi injuste ? Pour répondre aux arguments de Criton, Socrate va imaginer un artifice littéraire que l'on nomme la prosopopée des lois. C'est-à-dire qu'il va inventer littéralement une conversation entre les lois d'Athènes et lui-même. Et les lois d'Athènes vont expliquer à Socrate pourquoi il doit accepter sa condamnation et ne pas fuir. Le citoyen, disent les lois, jouit de droits civiques, mais il n'a pas que des droits. Alors qu'est-ce que c'est que cette prosopopée des lois ? C'est le fait pour les lois de la cité de rappeler aux citoyens, et ici au citoyen Socrate, qu'il a également des devoirs. Certes, on a donné à Socrate des droits. Il a eu le droit, par exemple, d'épouser Xanthippe, sa jeune épouse. On lui a donné le droit également d'éduquer ses enfants, puisque la cité d'Athènes accorde ce droit à ses citoyens. Mais en tant que citoyen, Socrate, et Socrate le sait fort bien, a un devoir d'obéissance, un devoir de respect et de sacrifice pour sa cité, puisque, vous le savez sans doute, Socrate fut hoplite, fantassin athénien. Alors bien sûr, le sacrifice pour sa cité peut paraître très antique, comme dirait Benjamin Constant, puisque les lois d'Athènes vont demander à Socrate sa vie. Mais il n'en reste pas moins que le problème est ici posé très clairement par Platon, le fait de jouir de droits et d'oublier ses devoirs serait tout simplement une figure du mal politique ou du mal civique. Une asymétrie entre le droit et les devoirs, c'est-à-dire le fait de jouir de droits et repousser à l'infini l'idée de devoir, est la figure du mal. Et l'idée de Criton est claire, on est en droit d'attendre de la vie de la cité des droits politiques, mais la reconnaissance de ces droits suppose l'obligation de l'obéissance civique. Le citoyen, pour jouir de droits quelconques, doit en contrepartie obéir, c'est-à-dire faire ce qu'ordonnent les lois. Texte de Platon. Mais celui qui reste en voyant la manière dont nous rendons la justice et dont nous gouvernons la cité, nous disons alors que celui-ci est, de fait, d'accord avec nous pour faire ce que nous lui ordonnerons. Et nous disons que celui qui ne nous obéit pas est triplement injuste, parce qu'il ne nous obéit pas à nous qui l'avons engendré, parce qu'il ne nous obéit pas à nous qui l'avons nourri, parce que, alors même qu'il était d'accord pour nous obéir, il n'obéit pas ni ne cherche à nous convaincre si jamais nous n'agissons pas bien. Platon le Criton. Alors que retenir de ce texte ? La justice, vous l'avez compris, pour Platon, repose tout simplement sur un équilibre. Et l'injustice,
s'appuie malheureusement sur un déséquilibre. Alors les Grecs appelaient ce déséquilibre du beau nom d'hubris, qui signifie en grec la démesure. C'est cette notion de démesure que nous allons étudier aujourd'hui, puisque cette notion de disharmonie, d'asymétrie, de déséquilibre, de démesure, nous y sommes encore confrontés plus que jamais, avec une situation malheureusement inédite pour nos démocraties. Tout d'abord, si vous le voulez bien, définissons la démesure. Qu'est-ce que c'est que la démesure ? La démesure, c'est le fait, lorsqu'on observe une réalité ayant deux pôles, deux extrémités, c'est le fait de privilégier une des deux bornes dans un univers qui en comporte deux. Alors, je dirais qu'il y a une différence entre un homme aveugle et un homme démesuré. L'homme aveugle, lui, ne voit strictement rien. De la réalité, il ne perçoit rien. Il est aveugle. L'homme de la démesure, lui, n'est pas aveugle, mais il est borgne. C'est-à-dire qu'il ne perçoit qu'un aspect, qu'une facette de cette réalité qui devient donc abstraite. Le philosophe Hegel, que j'aime bien, vous le savez si vous écoutez notre podcast, avait inventé une injure philosophique pour ces penseurs qui ne voyaient qu'une partie de la réalité, ceux qui ne percevaient qu'une seule borne du monde, qui en contient au moins deux. Il appelait ceci Einseitig, c'est-à-dire celui qui ne voit qu'un aspect du réel et qui demeure totalement insensible à l'autre. Alors bien sûr, l'homme aveugle est en plein délire, puisqu'il ne peut qu'imaginer ce qu'il ne voit pas. Mais l'homme de l'hubris, l'homme de la démesure, il est beaucoup plus dangereux, parce que lui perçoit une partie du réel, ce qui fait que le discours d'un homme de l'hubris, de l'homme de la démesure, paraît souvent raisonnable, car il semble validé par l'expérience. Mais si justement la raison est ce mouvement de l'intelligence qui embrasse la totalité et pas simplement une partie, on s'aperçoit que la démesure, ce n'est qu'une injustice qui est faite au monde et à la réalité. Et je dirais que malheureusement, cette démesure va engendrer la plupart du temps la violence que nous observons tous les jours et la souffrance que nous observons également. Alors cette démesure, elle peut agir d'abord dans la sphère de la médecine. Le médecin géré est un spécialiste de la démesure. La démesure, c'est l'absence de limite. Et elle produit, vous le savez, des effets totalement nocifs en médecine. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait un appétit démesuré. On aboutirait bien sûr à la surconsommation de nourriture qui va entraîner de l'obésité, du diabète et d'autres maladies bien sûr métaboliques. Prenons le cas d'un fumeur excessif. Il est également dans la démesure. Il court donc un risque de développer des maladies pulmonaires, des cancers et des troubles cardiovasculaires. Qui fait que la démesure pour un médecin, c'est tout simplement un facteur de risque majeur dans de nombreuses conditions médicales. Eh bien, je dirais que cette démesure, elle est à l'origine également de nombreux maux, non pas dans le monde de la médecine, mais dans le monde du droit et de la politique. Alors cette démesure, elle s'est d'abord manifestée chez les anciens. Cette démesure, c'est l'hybris antique, la démesure des anciens. En effet, ce monde de la politique, ce monde du droit, est créé par les lois politiques et par leur fonctionnement au sein d'une cité. Et dans une cité, nous avons deux bornes, les deux bornes dont je parlais. La première borne, c'est ce qu'on appelle le droit. C'est tout simplement ce qui m'est accordé par la loi. Et la deuxième borne, c'est le devoir, c'est-à-dire ce que la loi m'impose, ce que la cité m'impose en tant que citoyen. Alors on dira qu'une appréhension raisonnable du monde du droit repose, comme nous l'avons dit, et comme le dit Platon, sur un équilibre. L'équilibre qui doit nécessairement exister entre la réalité des droits que l'on nous accorde et la présence des devoirs que l'on nous impose.
Il faut cependant admettre que dans de nombreuses périodes de l'histoire du droit, la démesure dont nous avons parlé a pu sévir au détriment de l'humanité politique et du bien-être, bien sûr, du corps civique. Alors, dans l'Antiquité, il y avait une démesure évidente qui a été montrée par Benjamin Constant, c'est que dans l'Antiquité, on accordait tout à la cité ou à l'État, si vous voulez, et rien à l'individu. Par exemple, certains individus étaient totalement privés de droits. Et ils n'avaient que des devoirs, des mesures. Et on obtient, bien sûr, la condition de l'esclave. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est un homme qui n'a que des devoirs et qui est privé de droits. Alors, même si vous ne connaissez pas bien l'Antiquité, il suffit de lire les historiens. Par exemple, Pierre Vidal-Naquet, qui était un historien spécialisé dans la condition des esclaves, disait qu'à Athènes, les esclaves n'avaient aucun droit légal et qu'ils étaient totalement, bien sûr, sous le contrôle de leur maître, qui pouvait les vendre, qui pouvait les punir, qui pouvait les tuer sans aucune conséquence juridique. Ces propos, d'ailleurs, étaient confirmés par Platon, puisque Platon déclare dans les lois qu'il n'y a aucune reconnaissance du droit des esclaves, que les esclaves, dit Platon, ne possèdent rien en propre, ils ne possèdent même pas leur propre personne, ce qui est la définition de l'esclave, celui qui ne se possède même pas lui-même. Et bien sûr, à Athènes, il y avait tellement d'esclaves qu'il y avait plus d'esclaves que de citoyens. Cette situation, bien sûr, nous choque énormément. C'est la phase de l'hubris antique, de la démesure grecque, la présence massive des esclaves dans la vie politique. Or, cette démesure, malheureusement, existe également chez nous. Elle va se manifester de manière totalement opposée. On peut dire que la démesure dans la politique contemporaine, ce n'est pas l'inflation des devoirs, comme dans le cas de l'esclavage antique, mais c'est l'inflation des droits. L'erreur est donc de croire que parce que nous sommes éloignés de l'Antiquité, nous serions à l'abri de toute démesure. En fait, si vous observez les mots et les problèmes qui font les premières pages de l'actualité politique, vous verrez que derrière cette actualité se niche malheureusement cette démesure contemporaine qui consiste à donner des droits tout en négligeant les devoirs. La vie civique, pour certains partis politiques, n'est constituée que de droits. Et beaucoup de responsables politiques pensent que le citoyen échapperait comme par magie à la notion de devoir. Alors, j'aimerais illustrer ce propos à l'aide de quelques exemples qui caractérisent notre pays, notamment. J'en prendrai trois. Un exemple qui concernera le droit scolaire, un exemple qui concernera le droit pénal et enfin, je parlerai du droit international. Droit scolaire, tout d'abord. L'école. Nous savons tous que l'école va mal. Les raisons de ce malaise sont multiples, on ne va pas ici les énoncer. Mais si nous examinons les taux de réussite au baccalauréat, que voyons-nous ? C'est que malgré les très mauvaises notes qui sont données à l'éducation nationale, les taux de réussite du baccalauréat sont faramineux. En France, tout le monde a le baccalauréat ou presque. Traduisons dans notre logique de la journée. Tout le monde revendique le droit d'avoir le baccalauréat. Les syndicats les premiers.
Or, il est évident que ce qui est un droit, ce n'est pas du tout d'avoir le baccalauréat, c'est tout simplement la possibilité de le présenter. Or, progressivement, nous avons modifié les choses. Être bachelier ne serait plus un devoir, mais tout simplement un droit. Ce qui aboutit, vous le savez tous, notamment si vous êtes parents d'élèves, à un taux de réussite qui va priver le diplôme de son sens. Puisque, j'aime bien le rappeler, et je l'ai rappelé souvent, un diplôme sans échec, c'est l'échec du diplôme. Ce qui fait que pour les élèves, il y a une revendication, c'est le droit d'avoir le baccalauréat, le droit de devenir le bachelier. Je rappelle quand même que au baccalauréat 2020, qui était c'est vrai marqué par l'épisode du Covid, on a 96% des candidats, il y en avait presque 1 million, 96% des candidats qui ont reçu le baccalauréat lors de la première session de rattrapage, c'est-à-dire qu'on dépassait de loin les versions précédentes. On interdit, alors même si on revient un petit peu sur cette mesure, on a interdit le redoublement, et si vous demandez à un élève quel est son droit, un élève actuel, eh bien il va vous répondre « j'ai le droit au bien-être ». C'est une formule qui est reprise par tous les rectorats de France et de Navarre. Le droit au bien-être devient essentiel, mais on néglige dans un même temps, bien sûr, l'idée tout simplement de devoir scolaire. D'ailleurs, je vous rappelle que l'expression devoir scolaire a très mauvaise presse, même chez les professeurs. Ce qui fait que nous négligeons, bien sûr, progressivement, cette idée de devoir et d'exigence scolaire. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est le droit pénal et le droit de la sécurité en France. La loi française impose, vous allez me dire, des devoirs. Elle va imposer, par exemple, à certains étrangers le devoir de quitter le territoire, les fameux OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Bien, l'OQTF, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme du devoir. C'est un devoir juridique, le devoir juridique de quitter le territoire. Les magistrats français distribuent les OQTF. Nous en avons à peu près chaque année, à peu près 100 000, un peu plus peut-être, tous les ans, qui sont prononcés en France. Or, nous le savons tous, seuls 10% de ces devoirs, 10% de ces obligations sont exécutés. Certains journalistes parlent de 7%. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à plaindre quelqu'un qui est sujet à un devoir, à une obligation, comme si il s'agissait d'une violence. Et comme ces personnes ne veulent pas partir et que on a peur de créer un devoir juridique supplémentaire, on va leur donner donc de nouveaux droits. C'est ce que nous pouvons nommer l'inflation des droits. Par exemple, le droit à jouir d'un émolument de départ. Je rappelle quand même que lorsque certaines personnes sont en obligation de quitter le territoire, ils peuvent bénéficier d'une aide au retour volontaire qui peut aller jusqu'à 2 500 €. On transforme progressivement le devoir juridique de quitter le territoire en droit autorisant à percevoir des incitations financières au départ. Bref, là encore, nous souffrons d'une démesure propre à nos sociétés démocratiques, hésitant à imposer un devoir ou l'atténuant en créant de nouveaux droits, en permettant par exemple à un délinquant de s'opposer à son obligation juridique en allant voir par exemple un juge administratif. La multiplication des droits éteint littéralement la notion de devoir, mais malheureusement peut devenir la cause de drames terribles qui font l'actualité. Certains meurtres, comme celui de la jeune Lola, auraient pu être évités si justement le devoir, l'obligation juridique avait véritablement été une obligation juridique. Le troisième exemple que je prendrai, concerne le droit international, l'immigration. Là encore, l'immigration irrégulière est présentée par certains partis politiques et par certains mouvements comme un droit. On peut le lire un peu partout, du droit à la migration.
ou du droit à la déambulation universelle. Le migrant aurait le droit de se déplacer, mais n'aurait plus le devoir de se plier à la législation étrangère. Et, mes chers amis, vous le savez sans doute, le fait d'être dans l'illégalité n'est d'ailleurs plus un délit, vous le savez, puisque le législateur a établi en 2012, si mes souvenirs sont bons, il s'agissait de la présidence de François Hollande, donc le législateur a établi, au nom de la toute-puissance des droits, a supprimé en tout cas le délit de séjour irrégulier sur le territoire français. Ce qui fait qu'on assiste de nos jours au scénario suivant. On se retrouve avec une inflation de droits et ce qu'on pourrait appeler une disette de devoirs. C'est le citoyen, consommateur, néolibéral qui attend tout de l'État paternaliste et qui donne finalement très peu, voire rien, au corps politique. Alors cette asymétrie entre le droit et le devoir résulte sans doute de l'individualisme actuel, d'un individualisme qui est devenu hyperbolique. En effet, si je suis seul au monde, il est clair que je n'ai plus aucun devoir. Par contre, si je fais partie d'un tout, d'une cité, d'un État, alors mon droit est limité par le droit de mon voisin. Et c'est ici qu'apparaît la notion de devoir, puisque qu'est-ce que c'est qu'un devoir ? C'est tout simplement la présence du droit de quelqu'un d'autre, la présence d'un intérêt supérieur qui est l'intérêt général. Enlever cette notion de devoir ou perdre de vue cette notion d'obligation serait fondamentalement injuste. Il faut donc qu'une politique responsable prenne le parti de rééquilibrer la matrice de la justice. Il faut retrouver sans doute l'idée de la justice dans une représentation ancienne, qui était celle du dieu Janus. Je vous rappelle que le dieu Janus, qu'on appelait Janus bifrons, Janus aux deux visages, avait justement deux faces, deux visages, regardant dans des directions opposées. Eh bien, la justice devrait avoir le visage du dieu Janus, un visage qui aurait l'image du droit et un autre visage qui verrait non pas le droit mais l'obligation et le devoir juridique.